Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette webconférence dédiée à la réduction de l'isolement et de la contention en psychiatrie. Je suis ravi de vous voir si nombreux aujourd'hui pour aborder ce sujet d'une importance capitale pour la prise en charge des patients souffrant de graves troubles mentaux. L'isolement et la contention, ce sont des pratiques anciennes en psychiatrie, souvent utilisées en dernier recours pour gérer des situations de crise ou de danger imminent. En 2022, 28 000 personnes ont été concernées par un recours à l'isolement et 8 000 par un recours à la contention mécanique. Cependant, nous savons tous que ces pratiques peuvent avoir des conséquences profondes et durables pour les personnes qui les subissent. Par ailleurs, dans son rapport d'activité de 2023, le contrôleur général des lieux de privation de liberté souligne un respect encore très inégal de la réglementation concernant l'isolement et la contention dans les établissements visités. Alors, ce moment ensemble, il a pour objectif de partager les meilleures pratiques, les recherches récentes et les expériences de terrain qui nous permettent tous ensemble de réduire, voire d'éliminer l'usage de l'isolement et de la contention. Elle fait suite à un travail mené avec 10 établissements volontaires en collaboration avec l'ADESM, à partir duquel un guide a été produit par la NAP. 3 établissements vont ainsi témoigner des leviers concrets mis en place pour réduire, voire supprimer, l'isolement-contention. Le Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale, basé à Lille, partagera les clés de réussite identifiées à partir d'études menées sur le sujet. Les résultats de l'étude PledCare menée par l'NCIS, l'IRDES et l'Université de Saint-Étienne auprès d'établissements qui n'ont pas du tout recours à la contention seront présentés. Enfin, un regard international issu de l'hôpital universitaire d'Akershus en Norvège permettra une mise en perspective des pratiques françaises. La réduction de l'isolement et de la contention ne peut se faire sans une collaboration étroite entre les professionnels de la santé, les patients et leurs familles. Certains établissements montrent la voie et il est de notre responsabilité à tous de nous inspirer de ces pratiques pour progresser vers des soins psychiatriques plus respectueux et plus adaptés. Alors je vous encourage à participer activement aux discussions dans le cadre de cette webconférence, à poser des questions, à partager vos expériences. C'est grâce à votre engagement et à votre volonté de faire changer les choses que nous pourrons ensemble faire une réelle différence dans la prise en charge et la vie des personnes concernées. Alors merci sincèrement à tous pour votre présence et votre attention. Un merci renouvelé à nos intervenants. Bonne journée à tous et bonne webconférence. Bonjour à tous et merci Monsieur Pardou pour cette introduction. Je suis ravi d'animer cette webconférence consacrée aux démarches permettant de limiter le recours à l'isolement et à la contention, un sujet au cœur des préoccupations de la communauté de psychiatrie. Je vous propose tout de suite de commencer avec vous, professeur Bellivier. Vous êtes le délégué ministériel à la psychiatrie et à la santé mentale. Je vous remercie d'être présent sur ce plateau pour évoquer un sujet qui revêt des enjeux importants en termes de prise en charge des personnes concernées. Vous avez inscrit au sein de la feuille de route nationale la réduction des mesures d'isolement et de contention. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Alors rappelez tout d'abord que la feuille de route santé mentale et psychiatrie qui a été lancée en 2018 consacre une entrée par les droits, avec un engagement résolu vers le soutien du pouvoir d'agir et l'autodétermination des personnes concernées. Ceci est incarné par un engagement en faveur de la réhabilitation psychosociale qui organise le parcours et mobilise les ressources sur la base du projet énoncé par la personne concernée elle-même, le développement des mesures d'anticipation en psychiatrie, les plans de crise conjoints et plus généralement la décision médicale partagée, le développement de la pérédance, en particulier au sein des équipes soignantes, et puis, en effet, la lutte contre les pratiques attentatoires au droit. Je ne méconnais pas les retours d'expérience ponctuels qui font un lien entre pénurie en ressources humaines et pratiques attentatoires au droit. Mais je suis particulièrement alerté par l'hétérogénéité des pratiques entre des services qui ne pratiquent plus du tout l'isolement et la contention et des pratiques et des services qui ont maintenu ces pratiques dans les parcours de prise en charge des patients. C'est une hétérogénéité de l'offre qui rejoint un problème beaucoup plus général d'hétérogénéité d'offres qui se présente à nous comme une multitude de particularismes illisibles pour les patients, pour les familles et également pour les personnels soignants. Donc, cette hétérogénéité de pratique de l'isolement et de la contention me paraît être un symptôme d'un problème plus général qui est cette hétérogénéité de pratiques et d'offres en général par les différents établissements.
Des efforts importants ont été consacrés ces dernières années pour accompagner les équipes vers une réduction de ces pratiques, vers un meilleur suivi de ces mesures. Je pense en particulier à l'accompagnement financier et de formation qui a été porté par la Direction générale de l'offre de soins, par l'accompagnement qu'assure l'ANAP également, et puis le déploiement du programme Quality Right qui est promu par l'Organisation mondiale de la santé. L'ensemble de cette démarche vise évidemment à tendre vers l'extinction de ces pratiques, comme le recommandent les textes internationaux. Merci professeur pour cette intervention très éclairante. Merci à vous et je vous souhaite une excellente réunion. Je vous propose de poursuivre en donnant la parole à 3 établissements qui ont initié des démarches et mis en place des organisations qui permettent de réduire le recours à l'isolement et à la contention, ou qui ont réussi par leur pratique à ne pas avoir recours à ces mesures. Nous allons donc échanger avec le docteur Stéphanie Thoirillon, qui représente le centre hospitalier Val-Vert à Marseille, qui va nous décrire comment la thématique de l'isolement et de la contention est prise en compte au sein du projet d'établissement. Puis le docteur François Laruelle du centre psychothérapique de Nancy évoquera les pratiques mises en œuvre dans le cadre de la déclinaison d'une politique de réduction des mesures de coercition. Enfin, je donnerai la parole à Madame Michèle Bichon, coordonnatrice générale des soins au centre hospitalier La Chartreuse à Dijon, qui nous décrira le process de mise en place d'une telle politique et les résultats qui ont pu être observés. Dans un second temps, nous recevrons Simon Wasserbackl, directeur de programme au centre collaborateur de l'OMS à Lille, qui nous expliquera comment le CCOMS accompagne les établissements à partir du programme Quality Rights de l'OMS. Nous recueillerons également le témoignage de Monsieur Sébastien Saeta, sociologue et chercheur au sein de l'équipe PledCare, qui nous fera la synthèse d'une étude menée auprès d'établissements qui n'ont pas recours à l'isolement et à la contention. Et pour conclure cette webconférence, nous nous intéresserons aux pratiques mises en place en Europe et nous entendrons le docteur Robas, chef du service de psychiatrie spéciale à l'hôpital universitaire d'Akershus en Norvège, qui nous expliquera comment sont pris en charge les patients en situation de crise grâce au dialogue. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau. Docteur Thoirillon, vous représentez le centre hospitalier de Val-Vert à Marseille, qui est un établissement spécialisé qui prend en charge des personnes en souffrance psychique. Première question, le centre hospitalier de Val-Vert, depuis 50 ans maintenant, a réussi à exclure la contention de ces pratiques. Pouvez-vous nous expliquer comment concrètement cela se traduit ? Alors effectivement, j'exerce dans cet hôpital et dans une unité d'hospitalisation temps plein qui accueille, depuis 20 ans maintenant, et qui accueille des patients en crise, qui sont hospitalisés en soins libres, en soins sans leur consentement, parfois des détenus, et qui n'utilisent jamais de contention physique. L'hôpital n'en dispose pas. Alors, c'est une question à laquelle c'est assez difficile de répondre, puisque parler de choses qu'on ne fait pas. D'ailleurs, quand on a eu la visite de PledCare, on était assez embarrassés pour répondre à cette question et assez tentés de répondre, on n'en a pas, donc on les utilise pas. Je crois quand même que notre force et notre chance, c'est que l'interdiction d'utiliser des contentions physiques est inscrite dans notre projet d'établissement comme une valeur, une des valeurs parmi d'autres, comme la collégialité, comme le maintien d'une politique de secteur, comme la libre circulation des patients, qui sont tous accueillis dans des unités d'hospitalisation qui sont ouvertes, des unités qui ne sont pas fermables. Alors, bien sûr, toutes ces valeurs, elles sont complémentaires et elles nécessitent le soutien de la direction avec tout un travail d'acculturation qu'il y a à faire auprès des différentes directions qui ont pu se succéder et une culture du soin qui ne peut pas se faire sans choisir certains risques et on est loin d'une politique très sécuritaire. C'est aussi, il me semble, toute une philosophie de soins relationnels, qui est l'héritage de la psychothérapie institutionnelle, que nous continuons à entretenir auprès des équipes, tout en, bien sûr, nous ouvrant à d'autres pratiques.
Alors, cet héritage, il est entretenu dans des réunions cliniques au cours desquelles on élabore et on soutient tout un travail de réflexion psychopathologique, un travail sur la disponibilité, sur l'accueil, sur la confiance. Il se vit aussi au quotidien dans un travail qui soutient la pluridisciplinarité, une tendance à l'horizontalisation des relations entre les professionnels et avec les patients qu'on tente de rendre acteurs de leurs soins. Et puis aussi le choix de mettre des présences de psychiatres, de psychologues, d'assistantes sociales suffisantes dans les unités d'hospitalisation pour permettre qu'à la fois ils puissent exercer leur rôle propre, mais aussi participer à tous les soins informels, interstitiels avec les patients, avec les équipes, voire parfois participer à des activités thérapeutiques au sein des pavillons ou à la sociothérapie. Et puis je pense qu'il y a aussi toute une culture et un soin d'essayer de prendre soin des équipes pour qu'elles puissent être en mesure de prendre soin des patients. Alors, je précise qu'on ne reste pas isolé dans cette démarche de moins de coercition. On s'est associé avec l'ensemble des établissements du département dans le cadre du GHT pour réfléchir à nos pratiques et aller vers moins de coercition. Parce que on a encore des progrès à faire, notamment en matière d'isolement et à voir comment contenir la crise autrement que dans une chambre d'isolement. Donc c'est ça, vous avez également inscrit un objectif de réduction du recours à l'isolement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, effectivement, nous sommes engagés sur un travail de réflexion autour du moindre recours à la chambre d'isolement, qui lui-même est inscrit dans notre dernier projet d'établissement comme un de ces axes, auquel on a associé à la fois des représentants des familles et puis des patients. Alors actuellement, il s'articule en 3 groupes. Il y a un groupe de réflexion autour de la formation qui a permis que l'ensemble du personnel de l'hôpital soit formé à Socle Care et qui là maintenant s'oriente vers de l'analyse de pratique. Un deuxième groupe qui est un groupe de débat entre patients et soignants, qui a lieu, maintenant on en est à début de la 3e année, qui se réunit une fois par mois, qui au départ était le lieu de témoignage du vécu traumatique de la chambre d'isolement, du point de vue des patients mais aussi des soignants, et qui maintenant s'articule autour de thèmes qui ont un lien avec l'accueil de la crise. Et puis un 3e groupe qui est un groupe de recherche d'alternatives à l'isolement, à la chambre d'isolement, et qui nous a permis, entre autres, là, actuellement, de nous engager dans un travail de co-conception d'espaces d'apaisement avec les patients, avec les soignants, accompagnés d'une équipe de designers en santé, soutenue par la Fondation de France. Et grâce à ce travail, chaque équipe va pouvoir construire l'espace d'apaisement qui lui est propre et dont il pourra ainsi bien se servir. Alors je précise juste que tout ce travail de réflexion, il a débuté après la visite du CGLPL en 2018, qui nous pointait qu'on avait une durée moyenne en chambre d'isolement qui était supérieure à la moyenne nationale. On était très surpris par cette remarque. On s'est mis au travail et tout ce travail a eu quand même de grands bénéfices puisqu'on a diminué de manière drastique la durée en chambre d'isolement des patients et j'espère qu'un jour on aboutira à travailler sans chambre d'isolement. Merci docteur pour votre intervention. Je m'adresse maintenant au docteur Laruelle. Docteur, vous exercez au centre psychothérapique de Nancy. Au sein de votre établissement, vous avez également mis en place des organisations qui visent à réduire l'isolement et la contention. Pouvez-vous nous présenter les pratiques que vous avez mises en place au sein de votre unité de soins et les outils que vous utilisez pour associer les personnes concernées dans cette dynamique ? Bien. Effectivement, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de conjoint
au niveau de l'établissement, et on ne pourra pas parler uniquement de l'unité de soins si on ne parle pas de tous les professionnels, toutes professions confondues. D'emblée, il est essentiel de dire que on va travailler avec des équipes et que si les décisions sont prises ensemble de manière conjointe, on aura de la cohérence et ça déjà, ça va limiter l'isolement d'une manière évidente. Ensuite, il y a un point phare dans l'établissement qui consiste à accueillir les internes chaque semestre. Et lors de l'accueil des internes, on a fait le choix, certes, de leur présenter l'établissement, mais aussi, en plus de la présentation, en parallèle, de leur parler de l'isolement, de la contention et de nos manières de voir les choses. Bien évidemment, c'est quelque chose qui va être systématiquement l'ultime décision. Et pour ce faire, on va, avec les internes, poser les décisions ensemble et avec effectivement l'appui des équipes. Maintenant, ça ne pourrait pas se faire sans ramener de la clinique et de la psychopathologie à l'intérieur. La question qui va se poser là, c'est celle de l'embrasement qu'il peut y avoir au niveau neuronal. Et cet embrasement, il est lié à des surstimulations. Ça, c'est le premier point qu'il faut effectivement que chacun connaisse. On ne peut pas parler de désorganisation comportementale si on ne sait pas qu'il y a une désorganisation psychique qui est là avant. C'est vraiment là-dessus qu'il va falloir travailler et c'est là-dessus qu'on doit poser nos focales. Alors il y a plein de façons effectivement de répondre à cette clinique. On peut travailler sur des notions de périmètre, c'est le sujet du jour. On peut travailler sur des notions beaucoup plus médicamenteuses. Et ça peut se faire en accord avec les équipes, avec les patients. Ça peut se travailler en amont, sans aucun problème. À partir du moment où on voit avec le patient qu'il y a des moments où il est tendu, il y a des moments où ses émotions sont difficiles, il est envahi psychiquement, il n'y a pas de contenance du comportement. Et dans ce cas-là, on peut envisager une dose de médicaments qui est prévue d'avance et qui permet de répondre à ça. Bien évidemment, on va avoir en dernier lieu la question de la chambre de protection et de soins intensifs. Elle s'appelle ainsi chez nous, il n'y a pas d'autre mot. On est là pour protéger parce qu'il faut pouvoir se poser, il faut limiter tout ce qui est du côté de s'exposer, ne surtout pas aboutir à exploser. Donc il va falloir protéger. Protéger, ça c'est ce qu'on va faire ensemble, toutes professions confondues. Et si on est en soins intensifs, le patient n'est pas isolé dans son coin. Le patient, il va avoir les justes stimulations pendant que ce temps est nécessaire. Si on doit aboutir à ça, il m'apparaît essentiel qu'on puisse passer par un moment de briefing, de débriefing, et que tout soit parlé avec le patient. Psychoéducation, c'est laisser le patient aboutir aux connaissances dont il a besoin, avoir des compétences. Pour ce faire, il n'y a pas d'autre solution que de lui expliquer pourquoi on fait ça, la notion de contenance, le fait que c'est notre dernière idée, qu'on n'a rien trouvé d'autre. Si quelqu'un a une autre idée, bien évidemment, on va l'appliquer. Et donc, au fur et à mesure, on va débriefer toutes les heures qui sont passées en isolement et on va imaginer des isolements séquentiels le plus vite possible. Le problème n'est pas d'aller en isolement, c'est d'en sortir très 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 vite. À partir du moment où vous pouvez proposer à un patient de déjeuner dans un espace spécifique avec un soignant, sans être surstimulé par ce qui peut se passer dans une salle à manger collective, etc., il y a des choses qui deviennent envisageables et qui ne nécessitent plus d'isoler. Vous pouvez avoir un patient qui va, sans aucune difficulté, se rendre dans la cour ou le jardin de l'unité, fumer une cigarette dans des conditions privilégiées. Et tout ça va permettre globalement de lutter contre la pratique de l'isolement. Et au bout du bout, ce qui moi m'apparaît essentiel, ou en amont ou après un isolement, c'est que la co-construction amène à un plan de crise conjoint. Et c'est bien cette définition qui me plaît, de plan de crise conjoint. On nomme, on sait qu'il peut y avoir une crise, et conjointement, on va décider ensemble de ce qui est possible. Conjointement, on va aller vers comment gérer la prochaine fois où le patient n'est pas bien, comment faire avec lui des choses qui lui semblent possibles, acceptables, et qui permettent d'aller vers un rétablissement le plus rapide possible. Très bien. Alors, et quels aménagements avez-vous mis en place justement pour éviter l'isolement ? Alors, on a beaucoup travaillé sur les espaces d'apaisement. Et vous entendez que je vous parle d'un espace. Je ne vous parle pas d'une chambre. C'est-à-dire que c'est un espace dans lequel il n'y a pas de mobilier tel que dans une chambre. On ne peut pas, même en hôpital en tension, utiliser cet espace autrement.
Cet espace, il est donc disponible H24, 365 jours par an. Ça, c'est la première chose. Je vous ai parlé de contenance, mais il faut qu'il y ait un périmètre. C'est un périmètre dans lequel les choses sont organisées pour que ça se passe bien. Il y a un mobilier qui est spécifique, c'est un mobilier qui est très différent. Ça peut être un énorme coussin au sol dans de ces espaces auxquels je pense, ça peut être un sac de billes d'une marque bien connue, ça peut être une espèce de canapé plus ou moins souple sur lequel le patient va être ralenti dans ses mouvements, et on voit que tout va vers la contenance. Après, d'un point de vue sensoriel, on a dit pas de surstimulation. Le seul moyen de limiter les stimulations, c'est d'avoir un éclairage adapté, avec la bonne intensité. On va travailler la couleur de la lumière, ce qui peut arranger certains patients qui vont préparer des teintes plus bleues, plus vertes ou je ne sais quoi. On peut travailler des sons feutrés, des sons amortis, des sons qui vont apaiser certains et pas d'autres, d'où l'intérêt du plan de crise conjoint. On peut travailler la température. Le but est de retourner dans une homéostasie. Et après, on va travailler des activités avec le patient. Alors je dis activités plutôt des choses à faire. Certains vont être avec un bâton de pluie, d'autres vont s'absorber dans du sable qui bouge. Chacun va trouver ce qui est nécessaire pour que l'apaisement arrive. Et bien évidemment, le soignant est là à côté de lui, présent. L'objectif, c'est que ce soit envisageable par le patient qui le souhaite, proposé par le professionnel si jamais le patient n'y songe pas, mais le fait de leur présenter l'espace d'apaisement au cas où est quelque chose qui va limiter drastiquement le nombre et les durées des isolements. Merci, docteur. Et maintenant, je me tourne vers vous, Madame Michèle Bichon. Vous êtes coordonnatrice des soins au centre hospitalier La Chartreuse à Dijon. Pouvez-vous nous dire pourquoi le CH de La Chartreuse s'est emparé de ce sujet ? Alors, je pense que c'est un questionnement qui existe dans l'ensemble des établissements de santé mentale, c'est-à-dire comment limiter les restrictions de liberté, et principalement un sujet qui est très, très au cœur des pratiques des équipes, c'est le recours à l'isolement et ou à la contention. Nous avons choisi de faire appel au CCOMS. Alors c'est une volonté tout d'abord de la commission des usagers qui nous a dit mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, avec quels moyens on pourrait se faire aider pour limiter les isolements et les contentions qui sont des moments traumatisants pour les patients, même s'il y a un travail au préalable de briefing, d'explication aux patients de pourquoi on va être obligé d'en arriver à cette mesure vraiment restrictive de liberté, et surtout un travail de débriefing à l'issue de l'isolement et ou de la contention pour reprendre avec le patient ce qui a pu être traumatisant dans ce moment-là. Il faut aussi, je crois, être conscient que c'est un moment qui est traumatisant aussi pour les familles. Quand on est obligé de leur dire on va mettre votre parent, que ce soit un fils, un père, une mère, peu importe, on va mettre votre parent en isolement. Et là, il y a toujours tout de suite une notion, j'ai envie de dire, ancestrale de la psychiatrie, du carcéral, de l'aliénisme qui ressort et qui est traumatisant pour les familles. Donc, les professionnels, ils sont aussi très sensibles à ça, et c'est aussi une question éthique qui est souvent remise en avant dans les commissions éthiques. Pourquoi on isole, comment on arrive ensuite à retravailler avec ça. Donc, notre commission des usagers a voulu que l'on aille un peu plus loin. Nous, on a accepté. Il y avait une véritable volonté institutionnelle également, de notre direction de l'époque. Et on est rentré en contact avec le CCOMS pour rentrer dans le programme et dans une évaluation Quality Right. Donc, cette évaluation s'est faite en novembre 2020 sur 3 jours. On a eu notre rapport à l'issue. Auparavant, on avait eu aussi la visite du CGLPL qui avait fait remonter aussi des problèmes de locaux, des problèmes d'inoccupation des patients. C'est un vrai problème aussi, ça, en psychiatrie, l'inoccupation des patients qui parfois fait un petit peu bouillir les services, bouillir les cocottes, et les patients les plus fragiles, eh bien, eux vont avoir une sorte de décompensation comportementale et vont avoir besoin d'un isolement. Donc,
On avait également eu notre visite de certification HAS qui avait fait remonter les mêmes problèmes. Donc, il y avait une convergence de toutes ces demandes, de tous ces besoins, et donc on s'est tourné bien naturellement vers le CCOMS. Donc, cette visite, elle a été préparée bien sûr en amont avec les équipes, parce que ça ne peut pas être une décision institutionnelle, ça ne peut même pas être une décision purement médicale, c'est une décision d'équipe conjointe qui doit être réfléchie, parce que malgré tout, les équipes au départ le vivent comme une nouvelle évaluation de leur pratique, un nouveau jugement éventuel. Donc il a fallu toute cette préparation pour leur expliquer que c'était pas ça, que c'était un audit et que c'était pour améliorer les pratiques. Donc les choses se sont bien passées, on a pu mettre en avant ce qu'on faisait de bien, qui a été noté aussi par le CCOMS, parce que c'est important aussi de mettre en avant nos ressources, ce que nous faisons de bien déjà. Et ensuite, eh bien, nous avons eu des mesures correctives, enfin des incitations à avoir des mesures correctives sur certaines de nos pratiques. Donc après, on a choisi 3 grands plans de travail. Tout d'abord, les locaux, parce que c'est quand même important, et on a travaillé sur nos chambres, alors qu'on appelait d'isolement, qu'aujourd'hui on appelle sécurisé. J'aimerais bien qu'on arrive encore à quelque chose de plus souple, style soins intensifs, mais il faut aussi laisser les professionnels travailler et évoluer avec la nouvelle sémantique, parce que changer pour changer, il faut que ça ait du sens pour le soignant. Donc on avance très progressivement là-dessus. Donc des locaux, créer des espaces d'apaisement. Donc là, on a eu la chance aussi d'être accompagné par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté avec des revenus assez importants pour mettre en place des chambres d'apaisement multisensorielles style WeFcare, qui ont quand même un coût important puisque ça représente entre 25 et 30 000 euros d'investissement par pièce. Donc, comme ça a déjà pu être dit, ça permet d'avoir effectivement des coussins profonds, des couvertures lestées, des projections de paysages calmes, des musiques feutrées. Et ça, c'est vraiment important. Les patients, ils ont accès à ces chambres d'apaisement, ces espaces d'apaisement, soit avec un membre du personnel, quand vraiment l'agitation est profonde, ou alors seul, quand il le souhaite, et pareil, de manière libre, 24 heures sur 24, et de façon tout à fait simple. Par contre, c'est toujours une seule personne à la fois, l'utilisation ne se fait pas en groupe. Donc tout ce travail de locaux, ça a été aussi de permettre que chaque chambre sécurisée puisse avoir un espace extérieur qui lui est propre, pour les patients qui vraiment ont besoin d'un temps d'isolement, et ça a été aussi utile pour la prise en charge des détenus, puisque nous accueillons dans notre établissement des détenus, puisque nous n'avons pas du HSA. Donc ça a été tout ce qui a été locaux, du mobilier adapté, des poufs souples, enfin voilà, tout ce mobilier. Après, il y a eu tout un travail aussi sur l'évolution de la prise en charge. Donc cette évolution de la prise en charge, ça a permis que les équipes mettent en place des groupes de parole avec les patients, qui ont permis aussi aux représentants des usagers d'y participer pour certaines de ces réunions, pour d'autres non, parce que parfois c'était uniquement un travail entre l'équipe pluriprofessionnelle, médecins, infirmiers, éducateurs, assistantes sociales, qu'on a toujours essayé d'intégrer, parce que c'est souvent elles qui permettent de faire le lien avec l'extérieur après, parce que ça c'est important. C'est ce qu'on oublie peut-être trop souvent en psychiatrie, c'est de penser tout de suite à la sortie quand le patient entre, parce que ça permet de maintenir les ressources, de maintenir aussi la résilience chez le patient. Donc ça a été un deuxième groupe. Ça a été aussi apporter la culture à l'hôpital, encore plus qu'il n'y était. On a créé une bibliothèque qu'on a nommée Bibliothèque pour tous, qui permet aux patients d'aller aussi sur ce fonds bibliothécaire, tout comme le personnel. C'est le même fonds bibliothécaire. Donc, et également, pour les patients qui ne pourraient pas sortir, eh bien, la bibliothécaire se déplace dans les services. Donc ça a vraiment été des points importants. Et le troisième point, ça a été vraiment sur la notion de rétablissement, d'aide de préparation à la sortie, mais pas à la sortie comme étant une continuité de l'hospitalisation, mais bien la sortie comme une réappropriation du monde social, des ressources, du travail pour certains de nos patients, et un travail aussi avec les aidants, les familles, pour qu'il n'y ait pas cette sorte de rupture qui peut exister entre l'hospitalisation, qui est un petit peu un temps à part,
et la vie quotidienne du patient. L'hospitalisation, c'est un instant, c'est un temps T de la prise en charge et de la vie du patient, mais c'est pas sa vie, et ça ne se résume pas à ça. Donc le CCOMS nous a beaucoup aidé à nous poser. Je pense que la réflexion, elle était là, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a pu s'engager rapidement dans cette démarche, mais à nous poser et à interroger nos pratiques. Très bien. Alors, 4 ans plus tard, quel bilan tirez-vous de cette audit et de ces transformations? Alors, un bilan positif, parce que déjà, la première chose qu'on a pu voir, c'est que nos temps d'isolement ont baissé, la quantité a baissé, mais aussi, je dirais, le qualitatif, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus courts. Ça veut dire aussi que les équipes se sont emparées de ce sujet, on en a fait une priorité. Ça sera une priorité de notre prochain projet d'établissement que nous sommes en train d'écrire, là nous l'attaquons cette année. On a formé aussi beaucoup nos professionnels aux méthodes Oméga, c'est-à-dire à la désescalade, à savoir reconnaître les signes précurseurs d'une crise. On a généralisé mon GPS, donc qui est un plan de prévention partagé, qui est fait par le Psycom. Et pour que ce soit plus simple pour les personnels, on l'a intégré dans d'autres DPI. C'est-à-dire que quand un personnel ouvre le dossier de soins du patient, il a le GPS qui arrive tout de suite sous forme de widget, qui arrive tout de suite et qui est donc visible. Et il va aller plus le chercher que s'il était à aller solliciter dans l'ensemble de l'architecture du DPI. Une amélioration des conditions d'hébergement des patients lorsqu'ils sont en chambre sécurisée, un achat de matériel important, un investissement important qui a été réalisé par l'établissement, plus de 150 000 € uniquement de matériel. Donc, et puis, une reconnaissance déjà de tout ce travail fait par notre dernière visite de certification et la dernière visite du CGLPL, parce que à nouveau, ils sont revenus en 2023 et qui ont noté effectivement une grande amélioration de nos conditions d'accueil et surtout de la baisse de nos isolements et de nos contentions. Les contentions, on n'en a quasiment plus. Merci Madame Bichon et merci à tous les trois pour vos interventions inspirantes qui nous permettent d'appréhender concrètement les différentes démarches et pratiques de réduction du recours à l'isolement et à la contention au sein de vos établissements de santé. Donc, je vous propose de prolonger l'échange précédent en accueillant Monsieur Simon Wasserbackl, qui va nous éclairer sur le programme Quality Rights du CCOMS. Et ensuite, je passerai la parole à Monsieur Sébastien Saeta, qui nous fera un retour sur l'étude PledCare, étude qui porte sur la thématique de l'isolement et de la contention. Donc, Monsieur Wasserbackl, pouvez-vous commencer par nous décrire le programme Quality Rights ? Bien sûr. Alors, il s'agit d'un programme de l'Organisation mondiale de la santé qui repose sur 2 piliers. Le premier étant la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes en situation de handicap et le deuxième étant l'orientation rétablissement dans les soins. Donc, en tant que centre collaborateur de l'OMS, le CCOMS de Lille a le mandat de déploiement du programme en France, dans les pays francophones et plus largement à l'international. L'idée était d'articuler ce programme au paysage national. En France, on a des instances de contrôle qui existent, la Haute Autorité de Santé, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Et l'idée était de définir une approche qui soit différente et complémentaire de ces instances de contrôle. C'est pour ça qu'on a imaginé le programme comme une démarche volontaire des établissements qui font appel au CCOMS pour s'inscrire dans cette dynamique. Pour ce programme, il y a 2 grands axes. Le premier étant les observations. Et ensuite, il y a également des formations. Je vais décrire rapidement ce qu'est une observation. Il s'agit de former une équipe d'observateurs pluridisciplinaires. Quand je dis pluridisciplinaires, ce sont des professionnels de santé mentale, psychiatres, psychologues, infirmiers, cadres, ergothérapeutes, médiateurs de santé pair, et je pourrais continuer ainsi la liste, avec toujours également dans l'équipe une personne experte d'expérience et également toujours au moins une personne aidante familiale. Cette équipe se déplace sur site pendant 3 jours et suit une méthodologie avec une grille de lecture de 116 items qui vont couvrir des thématiques très larges et qui ne s'arrêteront pas aux unités d'hospitalisation, mais qui vont bien prendre en compte l'entièreté du parcours de soins, ainsi que les liens avec les autres acteurs en dehors des hôpitaux et des établissements de santé mentale,
les conseils locaux de santé mentale, les GEM, les associations. L'idée étant vraiment d'avoir une perspective large sur le parcours de vie et le parcours de soins des personnes accompagnées. L'idée aussi de proposer à l'issue de cette observation un rapport qui va contenir des pistes d'action concrètes pour les équipes qui vont pouvoir l'utiliser comme un outil de travail au quotidien dans leur pratique. Donc ça, ce sont pour les observations. Les formations se déploient sur l'ensemble des thématiques, que ce soit évidemment les alternatives aux pratiques d'isolement-contention, mais aussi l'accompagnement à la prise de décision, la capacité juridique, la pérédance, l'orientation-rétablissement. Et donc, il y a un autre outil qui existe pour les formations, c'est une plateforme de formation en ligne qui est gratuite, traduite en français, accessible pour les professionnels, individuellement ou aussi, encore une fois, pour l'utiliser comme un outil de travail en équipe. Et plus largement pour toutes les personnes qui s'intéressent à la question du respect des droits dans les pratiques, dans les services de santé mentale et de psychiatrie. Donc on développe ce programme avec des partenaires au niveau national, avec l'ADESM pour les directeurs d'établissements, avec la JPJA, les jeunes psychiatres et jeunes addictologues, avec l'UNAFAM, l'Union nationale des familles, et avec Advocacy France pour la représentation des usagers. On a plusieurs projets à différentes échelles. Au niveau de la région Hauts-de-France, on déploie un FIOP. Au niveau national, on a une recherche PREPS qui concerne 10 établissements en France répartis sur le territoire. Et on a aussi, à la demande de plusieurs établissements, le projet de travailler à l'adaptation de la méthodologie au secteur de pédopsychiatrie. Donc, en résumé, le programme Quality Rights en 4 points. Il s'agit d'accompagner le changement des pratiques sur une démarche volontaire, et ça on le souligne parce qu'il y a vraiment un travail important en amont avec les équipes pour co-construire le projet. C'est une démarche participative avec les experts d'expérience, avec les aidants familiaux, avec les professionnels. J'aurais pu ajouter aussi aux personnes qui contribuent à l'observation. Il y a des directeurs d'hôpitaux, il y a des chercheurs, des juristes, etc. On essaie vraiment d'être sur cette pluridisciplinarité. Et le dernier point, c'est de pouvoir proposer aux équipes des pistes d'action concrètes ainsi qu'un suivi avec un retour d'expérience. Donc très concrètement, si je suis directeur d'établissement et que je souhaite bénéficier de cet accompagnement, comment cela se passe-t-il ? Alors que vous soyez directeur d'établissement, directeur qualité, chef de pôle, cadre de santé, la démarche est assez simple. En fait, on a une séquence, on définit une séquence avec les équipes qui nous sollicitent. Il y a un temps de préparation en amont, on se déplace sur site pour expliquer la démarche, donner la visibilité sur les outils, tout est très transparent. On définit l'échelle de l'observation, on définit le calendrier, les 3 jours où l'équipe sera sur site. Et pour ce faire, vous pouvez contacter simplement le CCOMS où on accompagnera l'ensemble de cette séquence. L'idée est aussi, et ce que l'on propose depuis quelques mois maintenant, de proposer un partage d'expérience avec des établissements qui ont déjà reçu une observation. On en est à une 50aine d'observations maintenant, donc le partage d'expérience nous semble un outil intéressant. Et pour peut-être un peu plus d'informations sur le programme, sur le site du CCOMS, on a mis en ligne une vidéo de 3 minutes qui reprend l'ensemble des outils et de la démarche. Très bien, merci Monsieur Wasserbach pour ces précisions. Et pour poursuivre, je vous propose de nous intéresser à l'étude PledCare. Monsieur Sébastien Saeta, vous êtes sociologue, vous faites partie de l'équipe de recherche qui a mené cette étude auprès de plusieurs établissements. Pouvez-vous nous raconter comment s'est déroulée cette étude ? Alors, pour commencer, PledCare est né de la rencontre entre des chercheurs infirmiers et des chercheurs en sciences sociales qui se sont retrouvés autour de l'idée de travailler sur le moindre recours à la coercition en psychiatrie, que l'on a défini comme le fait de peu ou ne pas recourir à la contention et l'isolement, mais aussi de garder les services de soins ouverts. Alors, c'est un projet qui est financé par l'IRESP, l'INSERM, la DGS et Santé publique France, qui est porté par le CHU de Saint-Étienne et l'NCI, qui est une école de travail social, et qui a été réalisé en partenariat alors avec l'IRDES, Institut de recherche en économie de la santé, l'École des mines de Saint-Étienne, Ascodopsy, un réseau documentaire en santé mentale, et le contrôleur des lieux de privation de liberté. Alors pour commencer, on a réalisé un panorama qui était relativement inédit, donc du recours à l'isolement à la contention sur le territoire national, et ce avec l'IRDES et avec Coralie Gandré et Magali Coldefi. Et ce panorama, il permet de constater qu'en la matière, en fait, la France n'est pas bonne élève,
mais que cela cache en fait d'importantes disparités, avec des établissements qui peuvent attacher quasiment tous les patients en soins sans consentement, et d'autres qui n'attachent aucun patient et qui n'ont même pas de sangle. Ces derniers, donc les établissements qui n'ont pas de sangle, ça fait 18 établissements sur 204, ça représente 10%. Donc si on ajoute aussi ceux qui recourent peu à la contention, on peut être amené à faire deux constats. Le premier, c'est que finalement c'est peu, mais c'est pas anecdotique, c'est quand même un certain nombre. Et que donc le deuxième, c'est qu'on a en France finalement des ressources intéressantes dont on peut s'inspirer. Alors donc la question qui s'est naturellement posée, c'est comment font ces hôpitaux. Donc on en a sélectionné 4, 2 hôpitaux entiers, Valvert à Marseille et Buèche-Durance dans les Hautes-Alpes, qui ne recourent pas du tout à la contention, et ce depuis leur création, donc dans les années 60-70. Puis 2 secteurs, le G03 du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences et le G21 de l'EPSM Lille Métropole, qui tous deux affichent des taux très faibles. On a ensuite réalisé donc, dans ces hôpitaux des observations dans les services de soins et aussi 70 entretiens avec médecins, soignants, usagers, personnel administratif. Alors, un premier constat général, c'est que ces hôpitaux sont finalement assez différents. Alors, de par leur taille, leur localisation, urbain-rural, leur organisation, et puis aussi leurs références théoriques, à la fois psychiatrie de secteur ou psychiatrie communautaire, et aussi psychothérapie institutionnelle. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que le moindre recours, finalement, peut se faire dans des contextes assez différents. Alors, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a identifié des leviers de la moindre coercition, très précisément 3 catégories de leviers. Première catégorie, la relation de soins, avec ce qu'on a constaté lors des observations, une offre de disponibilité importante, un bureau infirmier ouvert la majeure partie du temps, et aussi des soignants à l'écoute, vigilants, impliqués. Et on a vu aussi que la négociation, la création d'un lien, une bonne connaissance des patients sont aussi apparus comme essentielles, tout comme le fait de les considérer avant tout comme des personnes avec des besoins spécifiques, une histoire, etc. Deuxième catégorie, le collectif de soins. Ça veut dire que l'effet nombre peut parfois juste suffire, en fait, pour apaiser une situation, mais aussi que le moindre recours nécessite une équipe soudée et le fait aussi de savoir qu'on peut compter sur les collègues, qu'on peut passer le relais. Avec aussi un collectif de soins qu'on a qualifié d'élargi, les infirmiers évidemment, et je précise à ce sujet que les effectifs sont relativement standards, 3 à 4 infirmiers pour une vingtaine de patients. Donc les infirmiers, mais aussi les ASH, les secrétaires, les psychologues, les travailleurs sociaux, définis eux aussi comme soignants. Troisième catégorie, donc le milieu de vie, avec d'abord des activités fréquentes, diversifiées également, qui permettent à la fois de créer du lien, mais aussi de désamorcer des situations de tension. Ensuite, très important, l'ouverture des espaces et la circulation. En fait, on nous a expliqué que ça permet de diluer la crise dans un périmètre plus important et que ça permet aussi tout simplement à des patients d'aller prendre l'air. Et puis pour finir aussi, donc, des règles souples, individualisées, ce qui contribue globalement à un climat plus apaisé dans l'unité. Donc des leviers en prévention primaire, pour éviter la crise, on pourrait dire, et puis secondaire pour mieux la gérer. Et des leviers plutôt ordinaires, on le voit, donc pas d'outils ou de dispositifs spécifiques, et juste la relation, le collectif, le milieu de vie. Alors je dis juste la relation, etc., mais c'est un peu par provocation, mais en fait, derrière, c'est pas si simple, parce que ça nécessite un investissement important de la part des soignants, et qu'il y a aussi derrière donc, toute une organisation, ce qu'on a appelé des leviers organisationnels et institutionnels, qui permettent de soutenir en fait, ces leviers cliniques. Premièrement, donc, les ingrédients que j'ai cités, disponibilité, etc., sont des ingrédients qui sont liés donc, au travail des équipes d'encadrement, donc cadres, médecins, directeurs des soins, et qui non seulement gardent le cap du moindre recours, mais surtout accueillent, fidélisent, soutiennent les équipes de soins, et avec aussi l'idée souvent énoncée, ça c'est très important, qu'il faut prendre soin des soignants pour qu'ils prennent soin des patients. Donc une culture de soins quelque part qui est liée à une culture professionnelle. Deuxièmement, l'importance des directeurs aussi et des médecins qui pour leur part tentent de résister aux évolutions gestionnaires et sécuritaires, avec des communautés médicales qui, là encore, donc, gardent le cap du moindre recours à un niveau institutionnel. C'est par exemple en collège médical qu'a été décidé d'interdire la contention à Valvert, mais aussi des médecins qui protègent les collectifs de soins en se battant par exemple pour maintenir les effectifs soignants. Puis des directeurs, eux, qui doivent défendre la politique d'ouverture. Et à ce sujet, on a été surpris d'entendre des directeurs nous parler de la fugue thérapeutique et nous dire être convaincus, je cite là un directeur, de l'intérêt d'avoir des unités ouvertes et de voir des patients partir, mais finalement partir pour mieux revenir.
Donc ça nous conduit, cette idée, à la notion de culture institutionnelle qui repose donc sur des principes, ouverture, disponibilité, collégialité, responsabilisation, horizontalisation aussi, qui traversent toutes les strates de l'hôpital et qui s'appliquent à l'ensemble des rapports sociaux, donc entre soignants et patients, mais aussi entre médecins et soignants, et entre médecins et personnel administratif. Donc pour résumer, 3 catégories de leviers: relations de soins, collectifs de soins, milieu de vie, soutenues par une culture professionnelle et institutionnelle. Et donc, pour conclure, on peut dire que si le moindre recours, c'est une affaire de technique, de savoir-faire, c'est aussi donc une affaire de valeur, de regard, à la fois sur le patient, les collègues, le travail, l'institution, etc. Et ça, c'est vraiment un des résultats très importants de l'étude. Très bien. Alors, et désormais, quelle suite allez-vous donner à ces travaux ? Alors, les suites, elles sont de plusieurs ordres. Donc, d'abord, assez classiquement, on va valoriser PlaidCare par le biais de publications dans la presse professionnelle et scientifique. On a d'ores et déjà 2 articles dans Santé mentale et 2 articles dans Encéphale. On a un projet d'ouvrage aussi, un projet de documentaire porté par Yvonne Kennom, une infirmière du projet, et peut-être une bande dessinée. Voilà. Ensuite, on a du côté de la formation un infirmier du projet, Loïc Rohr, qui va en fait s'appuyer sur les résultats de PlaidCare pour proposer des formations un peu sur le modèle du socle Care qui a déjà mis en place et qui s'appuyait sur les résultats d'une recherche menée là encore par un infirmier du projet, Jean-Paul Lanquetin. Et ensuite, il y a des projets de recherche qui découlent de PlaidCare, donc 2 projets. Transpsycho, qui est financé par SHEPMed Lyon, qui est porté par les professeurs Xavier Boucher et Éric Facra, et qui vise à construire une approche transdisciplinaire de la moindre coercition. Donc, sociologie, sciences infirmières, mais au-delà, santé publique, médecine, droit, etc. Et aussi un autre projet, donc Psycore, qui est un PREPS également, et qui va donc, lui, se mettre en place dans 6 hôpitaux et qui va viser à, donc, en se basant sur le Six Core Strategy, qui est un programme de réduction donc, de l'isolement et de la contention, donc, qui va tenter, dans ces 6 hôpitaux, de faire diminuer le recours à l'isolement et à la contention. Et puis, aussi, on s'est dit, pour finir, qu'il serait intéressant, un peu dans la même perspective de PlaidCare, d'aller interroger ce qui fonctionne. Et là, en l'occurrence, peut-être d'aller regarder des parcours de soins, de rétablissement ou de guérison pour voir un petit peu les leviers de ces parcours. Voilà, en gros, les suites de PlaidCare. Très bien, merci pour cet éclairage. Merci à tous les deux. Et avant de conclure, je vous propose de nous intéresser à ce qui se passe autour de nous et plus précisément en Norvège. Je remercie le docteur Robas, chef du service de psychiatrie spéciale à l'hôpital universitaire d'Akershus, de partager son expérience avec nous. Docteur Robas, vos pratiques de soins ont évolué vers un mode de prise en charge basé sur le dialogue. Pouvez-vous nous décrire comment vous avez procédé ? J'ai 5 minutes pour partager notre expérience de la pratique dialogique dans un service de sécurité fermé pour malades psychotiques sous contrainte avec de graves problèmes de comportement violent, dangereux, avec ou non abus de drogue ou d'alcool et avec ou non une personnalité pathologique. La moitié de nos patients sont là par décision de justice à cause d'actes graves, criminels et violents. Et je pourrais pas énumérer tout ce que nous faisons basé sur la pratique dialogique qui fait partie intégrante de nos méthodes d'approche. Donc, ce que je vais décrire ici en ces quelques mots se réfère à 2 concepts, que sont la prise de décision partagée. Et là, donc, j'en réfère au guideline anglais de l'Institut national pour la santé et l'excellence en clinique, NICE, que vous devez connaître, ainsi qu'à l'approche centrée sur la personne et adaptée aux propres besoins de cette personne. Donc, chez nous sommes passés de la lutte contre la violence au traitement de la violence. Et les patients sont inclus et censés participer à ce travail. Grâce au dialogue ouvert et au processus de réflexion, nous aidons les patients et leurs proches à prendre une part active aux décisions et à la planification du traitement. Cela ne signifie pas que les patients décident, mais qu'ils sont impliqués dans la prise de décision et qu'ils ont la possibilité de s'exprimer à partir de leurs propres besoins et perspectives. Donc, cela permet d'offrir des services de soins transparents, mieux adaptés et la possibilité pour les patients et leurs proches de participer au traitement et d'enregistrer l'amélioration dans l'évolution. Mais on utilise aussi la méthode de reconnaissance précoce des actes de violence, s'appelle ERM en anglais, Early Recognition Method, qui a été développée par le professeur Fruitert en 2003 en Hollande. Et ce qu'on fait avec le malade, c'est identifier les signes avant-coureurs d'actes de violence et on établit ainsi un plan de prévention pour chacun des signes
et qui permettent, quand le malade participe, de prévenir l'escalade vers des actes de violence concomitantes ou non à la détérioration de l'état mental. Donc ça, c'est très efficace aussi quand on arrive à faire participer les malades à ça. Au départ, je crois qu'il y avait 44 signes précurseurs, maintenant il y en a beaucoup plus qui ont été détaillés, et c'est là-dessus qu'on travaille. Nous utilisons une approche réflexive après des incidents graves dans le service. Donc tout le personnel qui a été impliqué dans l'incident est rassemblé et on invite le patient ou on le motive à participer à cette réunion. Tout au long de cette conversation réflexive, chacun raconte ce qu'il a vécu au cours de l'incident, ainsi que afin que le patient ne raconte pas seulement sa propre expérience de l'incident, mais est invité à écouter le vécu de chacun de ceux qui étaient présents. Et donc, en participant à de telles conversations sur leur comportement inapproprié, et en devant également faire face à leur propre comportement et à l'expérience des autres de la situation, on voit qu'on s'est rendu compte que les patients augmentent leur compréhension d'eux-mêmes et la capacité à mentaliser, c'est-à-dire de se mettre dans le cadre de se mettre dans la perspective d'autrui et d'appréhender ce que l'autre ou les autres ont pu éprouver. Donc ça, c'est ça qu'on a trouvé très efficace. Nous n'avons pas de méthode de traitement arrêtée qui s'applique à tous les patients. Les besoins évalués de chacun des patients déterminent le choix stratégique d'un traitement adapté qui sera évidemment continuellement évalué. On donne beaucoup d'encouragement, on valide les efforts, on donne des gratifications, etc. Mais le patient et ses proches de participer aux réunions sur le traitement, donc ils participent à l'élaboration des programmes de traitement. Donc ça aussi, c'est dans tout le service pour tous les patients. Les proches ont souvent de bonnes idées sur ce qui peut fonctionner ou non, du fait de leurs nombreuses expériences de leur vie commune avec le patient et qui peuvent être utiles dans la planification et la mise en œuvre du traitement. Et aujourd'hui, en quoi les pratiques de soins ont-elles été modifiées dans cette unité? On enregistre tous les événements dans le service et on a maintenant beaucoup d'enregistrements au cours de ces dernières années. Mais donc ce qu'on enregistre, c'est que le nombre d'incidents violents diminue. Du fait qu'on a un plan aussi pour éviter l'escalade pour chacun des signes avant-coureurs et qui est évalué aussi régulièrement, à la fois à l'intérieur du service et à l'extérieur. On a une réduction significative de l'utilisation de l'isolement et de la contention. Il y en a très peu aujourd'hui en réalité. Et c'est ce qui est aussi ce qu'on voit, c'est que ça se maintient au cours du temps. Donc on le voit au cours de nouvelles hospitalisations parce qu'ils arrêtent par exemple, ils arrêtent le traitement, ils sont réhospitalisés. On n'a plus la même on n'a plus besoin d'isolement et de contention comme on a vu au début des crises, quoi. Et donc c'est une amélioration nette et durable, aussi de la coopération avec eux et leurs proches, aussi dans la suite des traitements. Donc on a une beaucoup plus forte adhésion au traitement. Donc tout ça c'est bénéfique. Donc c'est pas seulement sur le traitement lui-même, mais aussi donc dans la collaboration et la prise de décision partagée dans l'avenir. Et c'est entre autres à propos des réunions externes entre les services de consultation externes et les services communaux. Donc il semble aussi que les doses médicamenteuses sont diminuées, mais ça reste encore à confirmer. Il faudrait faire plus de travail là-dessus pour voir si c'est valable. Le cas que nos chercheurs ont évoqué au Conseil de l'Europe en 2023 à Riga souligne le potentiel de la méthode d'approche réflexive et de la pratique dialogique en général. Merci docteur et merci à tous nos intervenants pour vos interventions qui nous ont éclairés sur le sujet et montré à quel point il est important de mobiliser tous les acteurs de l'établissement pour parvenir à faire évoluer les pratiques. Vous pouvez, si vous souhaitez vous engager dans une démarche de réduction de l'isolement et de la contention, vous rapprocher de l'équipe du CCOMS de Lille. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les démarches présentées par les différents établissements invités à cette webconférence, vous trouverez les contacts sur le site de la NAP. Enfin, je vous invite également à télécharger notre production
réduire l'isolement et la contention, 4 leviers actionnables partout et par tous, que vous trouverez également sur notre site internet. Je vous informe enfin que l'ANAP organise un voyage d'études en Norvège avec notre partenaire Dialogue Health du 15 au 17 mai. La thématique de ce voyage d'études sera « Liberté individuelle et pratique en santé mentale en Norvège vers la fin de la contention ». Merci à tous de votre écoute et je vous dis à bientôt. L'ANAP, l'expertise en partage.